revisitons le siècle de Louis XIV. Mauvais état des routes et des chemins, piteuse qualité des véhicules, ont amené les populations appelées à se déplacer, à se tourner vers le transport par voie d'eau. Celle-ci leur apportait en outre une sécurité non négligeable, à l'abri des mauvaises rencontres. En l'absence de toute force motrice, un moyen physique simple fut trouvé. La tâche fut confiée à des hommes. Le halage humain, à col d'homme, première technique de traction, fut la plus longtemps employée sur les voies d'eau. Ce bas-relief gallo-romain représente le halage d'un bateau sur la Durance à l'époque gallo-romaine. Il n'y eut pas de grande évolution au gré des siècles. La bibliothèque historique de la ville de Paris nous livre les techniques de propulsion du XVe siècle. Des hommes, harnachés d'une bande de toile, la bricole, et reliés à une corde attachée au haut du mât, et « holà ! Tire, tire, tire !» Ils tractaient la tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, souvent pieds nus, sous la pluie, dans le froid, ou harcelés par les insectes en été. Suivant le chemin de halage, chemin dégagé et hors d'eau le long de la rivière, réservé à la navigation fluviale. La traction par les équidés restera longtemps minoritaire, jusqu'à la diffusion du collier d'épaule et du ferrage. Reliés eux aussi à la corde, attachée au haut du mât, une courbe, c'est-à-dire un attelage de 2 chevaux ou 2 bœufs, tirait le bateau le long du chemin de halage. Mais ce halage animal réclamait la présence d'une encombrante écurie sur le bateau, un investissement qui n'était pas à la portée de tous. Cette traction, toujours oblique, était très éprouvante pour les jambes et les épaules des hommes et des chevaux. 3 ans pour les chevaux. Combien pour les hommes? Alors, halage humain ou animal? C'est un sujet d'importance sur lequel se penchent de doctes savants de l'Académie royale des sciences, dont un long mémoire d'Antoine de Parcieux. La force des chevaux est celle dont on fait le plus d'usage. On peut la voir à toute heure. La force de l'homme est plus avantageusement employée à porter qu'à tirer, au contraire du cheval, parce que toutes ses parties sont plus favorablement disposées à cet effet que celles de l'homme. Et notre savant d'étudier l'attelage des uns et des autres. En prenant la bretelle d'un batelet depuis Croissy jusqu'à Chatou, dans un espace de 400 à 500 toises, tantôt sur la grève, tantôt sur le bord des différentes hauteurs. Il fait ensuite le même parcours avec un cheval, en plaçant le palonnier à différentes hauteurs, pour voir à laquelle il paraîtrait avoir le moins de peine. Dans ses mémoires sur la navigation, Vauban conclut qu'un bateau de raisonnable grandeur, mené par 6 hommes et 4 chevaux, transporte à beaucoup moins de frais la même quantité de marchandises que 400 chevaux et 200 hommes sur les mauvais chemins d'alors, soit l'équivalent de 20 tonnes d'aujourd'hui. Les bateaux de Seine couramment employés au XVIIe étaient le bateau foncé, bateau à fond plat et faible tirant d'eau, tiré de la rive par des chevaux grâce à son mât de halage. Le safran du gouvernail était adapté au remous du fleuve et à la faible vitesse de l'embarcation. Et un peu plus tard, la besogne, descendante directe du foncé. Comme lui, elle est construite à clin dont les bordages se recouvrent comme les ardoises d'un toit, et possède un immense gouvernail. Mais une levée avant remplace désormais l'étrave. Mesurant jusqu'à 50 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, et pouvant porter jusqu'à 400 tonnes, elle peut être considérée comme l'un des plus gros bateaux porteurs de jadis. Des transports par eau, destinés aux personnes, se créent à la fin du XVe siècle.
Le coche d'eau, pionnier dans ce domaine, chaland pour voyageurs, est né d'une ancienne pratique du voyage discutée de gré à gré entre passagers et mariniers, cause de nombre d'abus et conflits. À l'origine, cette grande barque avec cordage, mât, haubans et planches pouvait accueillir un grand nombre de voyageurs. Installés tant bien que mal, hommes et femmes s'étendent pêle-mêle sur les bancs de l'entre-deux-ponts. Un siècle plus tard, plus confortable qu'aucun service routier et protégé par des bâches mettant les voyageurs à l'abri des intempéries, la galiote connaît une faveur croissante pour devenir un véritable service public. La galiote devient le grand moyen de transport populaire. Toute une population parisienne, ouvriers ou petits commerçants, désireuse de voir le roi à Versailles, emprunte la galiote de Sèvres et, continuant à pied par la voie royale jusqu'au château, rejoint ainsi les autres curieux venus en carabas vers le vaste dédale du parc et de la demeure royale. La jolie définition de Blaise Pascal, qualifiant les cours d'eau de chemins qui marchent et qui conduisent là où on veut aller, fait peu de cas des aléas de la navigation fluviale, auquel est soumis tout transit, qu'il soit destiné au transport des marchandises comme à celui des voyageurs. Si descendre le cours du fleuve ne pose pas d'autre problème que le guidage plus ou moins hasardeux de l'embarcation, il en est malheureusement tout autrement quand il s'agit de remonter le courant. En période des bonnes eaux, après un gros effort, pour décoller le bateau, aller d'amont en aval se faisait tout simplement par une traction régulière tout au long du parcours, facilitée par le glissement du bateau sur l'eau, maintenu dans la partie la plus profonde du lit à l'aide du gouvernail. Au contraire, la remonte d'aval vers l'amont s'avérait plus difficile, réduite à la seule force motrice animale ou humaine, à l'âge qui nécessitait parfois plusieurs courbes pour tirer les plus gros chalands ou lourdement chargés, à pas plus d'une demi-lieue à l'heure, soit 2 km/h. Un passage redouté par les mariniers. À Beson, un étranglement, le pertuis de la morue, une cataracte d'une 60aine de centimètres, large d'une 15aine de mètres, avec immédiatement à l'aval un large banc de sable. En cas d'accident, les charretiers tranchaient en hâte les cordages reliant les bêtes au bateau, abandonnant le navire et ses mariniers à la descente. Par dizaines, les gens du fleuve y périrent, jusqu'à la création des écluses de Bougival en 1840. Timoniers, pilotes, commis et garçons d'équipage, palefreniers et chevaux, outre les difficultés liées au cours même de la Seine, doivent surmonter les encombrements dus à l'activité humaine de la rivière. Gores, moulins ou bateaux lavoirs, péages. Attention, parfois la cincenelle, corde détendue par un rapide mouvement de l'embarcation, se raidissait tout à coup et renversait impétueusement ce qu'elle rencontrait.